Alors bienvenue dans ce nouveau numéro de mon vidéo club. Aujourd'hui ça va être un petit peu particulier, je vais pas vous parler d'un film que j'ai bien aimé ou d'un film qui mérite d'être vu, tout ça. Je vais vous parler de ce qui est pour moi un des meilleurs films de tous les temps, par rapport à mes goûts tout à fait subjectifs et personnels avant qu'on me fasse des menaces de mort, et qui est donc Christine. C'est réellement un des films qui m'a le plus marqué dans ma vie, dans lequel je me suis vraiment totalement retrouvé, enfin pas retrouvé, mais c'est un film qui a parlé, qui m'a parlé quoi. Mais dès que je l'ai vu, parce que je l'ai vu en 84, 80, 1984, j'avais 12 ans, j'ai dû le voir l'année suivante, 85. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu. C'est pour moi clairement le meilleur film de John Carpenter devant Halloween. Donc ma vidéo sera forcément très imparfaite. C'est très compliqué de parler d'un truc qu'on aime à ce point, et voilà. Mais, je ne pouvais pas ne pas le faire à un moment ou à un autre, et je pensais que c'était pas mal pour la 5e ou 6e vidéo du vidéo club. Donc le film est sorti en décembre 83 aux États-Unis et en janvier 84 en France. Il a coûté 10 millions de dollars, il en a rapporté 21. Donc c'est un succès, mais pas non plus, c'est pas un succès énormissime. C'est surtout devenu un énorme succès par la suite, au fil des ans. En fait, c'était un film que les fans ont adoré et vraiment élevé au rang de film totalement culte. C'est un film que John Carpenter a longtemps, enfin même encore aujourd'hui, enfin voilà, il s'est un peu calmé depuis 2-3 ans, mais c'est un film qu'il avait, sans le dénigrer, mais que lui il estimait vraiment un film mineur dans sa filmo, quoi. Et il faut dire, bon, pour une raison, de toute façon, Carpenter c'est toujours pareil. Il aimait pas trop parler de Christine parce que c'est un film de commande, c'est un film qu'il a fait pareil il avait subi un énorme revers avec l'échec commercial de son film The Thing. Et il avait besoin d'être moins exigeant et donc d'accepter un film de commande. Il avait commencé à travailler brièvement sur l'adaptation d'un roman de Stephen King, Firestarter, Charlie en France, et à ses yeux, le budget du film était vraiment trop petit pour en faire quelque chose de correct, donc il a fini par se faire dégager et le studio a préféré confier le projet à Mark Lester, dont d'ailleurs j'ai parlé dans la vidéo sur Classe 1984, et qui a donc fait ce film, et qui a été un bide d'ailleurs, donc qui n'avait pas de regret, j'ai envie de dire. Et juste après, donc, il s'est vu proposer, c'est vraiment le drôle, il s'est vu proposer l'adaptation d'un autre roman de Stephen King, qui n'était pas encore sorti, mais dont les droits avaient déjà été achetés par le studio, et qui s'intitulait donc Christine. Et d'ailleurs, Carpenter dit même que, au fait, au début, il n'a pas trouvé l'histoire vraiment fabuleuse quand il a lu le bouquin. Alors, il a été question de donner certains rôles à certaines vedettes, mais ça ne s'est pas fait. Et il y avait Brooke Shields qui devait jouer dans le film, et le rôle titre devait être donné à Kevin Bacon, que je pense était très bon, mais bon. John Carpenter, lui, a mis comme condition qu'il voulait que des acteurs inconnus. Et au final, je pense qu'il a vraiment bien fait, puisque la star du film, c'est la voiture, et c'est mieux comme ça. Enfin, c'est comme ça que ça marche, je pense. Alors, je vais vous faire honnêtement, je pense que vous connaissez tous plus ou moins l'histoire de Christine. Je vais quand même vous faire le résumé très rapidement. Donc c'est l'histoire d'un ado qui s'appelle Arnie Cunningham, qui est mal dans sa peau, très réservé, timide, maladif, qui a une vision de lui-même très négative, et qui est le souffre-douleur d'une bande de brutes au bahut où il est. Il a de bons amis, mais qui sont pour lui des gens avec qui il n'a pas vraiment d'atome crochu, puisque son meilleur ami, par exemple, Denis, c'est un beau gosse footballeur qui a du succès avec les filles, qui est bien dans sa peau. Voilà, enfin, c'est vraiment son antithèse, plus ou moins. Et même si c'est une amitié sincère, c'est une amitié qui est compliquée. On le sent dès le début du film. Donc voilà, c'est un ado qui a tendance à marcher voûté, qui est binoclard, et qui est habillé n'importe comment. Enfin voilà.
C'est pas très glorieux. Il est un peu la risée et le souffre-douleur de toute une partie du bahut. Sa vie est vraiment pas cool, quoi. Et en fait, un jour, en rentrant dans la voiture de son pote Denis, il passe devant une épave complète l'épave complète d'une Plymouth Fury 57, et il flash dessus, il demande à son pote de s'arrêter, et il y a un espèce de vieillard super chelou qui sort d'une grange et tout, enfin qui est le proprio et qui veut donc évidemment lui vendre l'espèce de ruine, quoi. Et son pote lui dit mais enfin tu vas pas prendre ça, enfin, bon. Et dès le début on sent que cet ado est totalement fasciné, amouraché, mais c'est même au-delà de ça. Enfin, il décide vraiment qu'il veut cette voiture. Donc il l'achète, et contre l'avis de ses parents qui sont scandalisés. Pour eux c'est vraiment une énorme connerie, enfin de l'argent foutu en l'air, la bagnole ne roulera jamais. Enfin c'est l'avis aussi de son pote, enfin et il va la stocker dans un garage de réparation et aller tout le temps la restaurer avec amour et acharnement pour la remettre en état. Et en fait, donc, on va comprendre que certaines choses sont étranges avec ce véhicule, et il va être totalement remis à neuf de façon très surprenante. Même le patron de ce garage d'Arel est un peu perplexe sur comment ce gamin a fait pour remettre cette voiture en état quasi neuf. Et il va donc devenir totalement obsédé par cette voiture, et sa vie va changer, et lui-même va totalement changer. Il va changer de personnalité, il va changer d'attitude et de look aussi, d'apparence, au contact de cette voiture, et on va donc sentir de façon extrêmement claire qu'il est amoureux de cette voiture, mais comme on est amoureux d'une femme. Et il va donc susciter la jalousie, l'incompréhension, la méfiance, et se retrouver, de son point de vue en tout cas, seul contre tous, mais seul avec Christine. Donc. Je vous ai consulté pour la moindre des choses que j'ai faites jusqu'à maintenant. Dans cette maison, il faut une réunion du comité pour tout, et quand c'est moi qui veux quelque chose, j'ai 2 voix contre moi. Il n'y a pas de réunion du comité cette fois, je me suis payé une voiture, c'est tout. Eh bien, tu as fait une drôle d'erreur, si tu crois ça. C'est depuis qu'il a ramené cette voiture, il est vraiment obsédé par elle. Donc je vais quand même spoiler, je suis absolument obligé de spoiler en parlant de ce film, donc je préviens, quoi. Voilà, à partir de maintenant ça va quand même spoiler convenablement, on va dire. Il y a une chose qui est très bien démontrée dans le film, c'est à quel point Arnie se retrouve dans cette voiture. Elle est comme lui, au début elle est réellement comme lui, c'est un ado qui se trouve médiocre, qui est perçu d'ailleurs par les autres comme inintéressant, irrécupérable, et Christine, on l'a lui décrit exactement de la même façon en fait au début. C'est une ruine, elle est inintéressante et elle est irrécupérable. Et c'est aussi ça qui lui parle. C'est vraiment, il se retrouve en elle totalement, quoi. Et lui se voit comme un individu stupide, laid, faible. Tout ce qu'il méprise, il est tout ce qu'il méprise. Et je crois qu'il y a un moment où il le sous-entend clairement. Donc un des thèmes très très forts de ce film, c'est la séduction et la beauté, ce qu'évoque une certaine forme de beauté et de puissance dans la société en fait. Puisque au début Christine est méprisée par tout le monde, hein, donc parce que elle est moche, c'est une ruine, voilà. Et quand elle est magnifique, resplendissante, etc., elle est, du point de vue regard des autres, tout aussi méprisable. Elle est juste méprisée différemment. Elle est méprisée parce qu'elle est racoleuse, elle est ostentatoire, c'est une voiture absolument pas discrète, elle a les chromes partout, elle est rouge vif, enfin c'est vraiment, ils la trouvent tous obscènes, vulgaires, et bon la métaphore est complètement aboutie, avec qu'inspirerait une très belle femme, mais qui serait, on va dire, en permanence en micro-jupe en cuir avec des talons aiguilles rouges, qui donc voilà, rendrait jaloux les hommes et les femmes aussi. Enfin, du coup, s'en prendrait plein la gueule de toute façon, parce qu'elle est too much en quelque sorte, quoi. Et Christine est too much. En tout cas, son apparence. Et d'ailleurs, ça va même, enfin, pour rester vraiment dans cette lignée-là, la scène, donc j'ai prévenu que je spoilais, hein, mais la scène où elle se fait
réduire en miettes quoi, par cette bande de gros cons qui peuvent pas saquer Arnie Cunningham et qui donc évidemment dès qu'il voit qu'il est dans cette magnifique voiture qui ne lui ressemble pas du tout, enfin en tout cas au début, donc il massacre la bagnole et c'est filmé réellement, c'est une scène de viol, hein, enfin c'est irréversible avant l'heure. On est à nouveau dans un film vraiment féministe. La femme, qui est donc la voiture, est la toute-puissance et également aussi l'intelligence, la ruse. Enfin, il y a également ça d'ailleurs dans la scène cultissime qu'on va appeler la scène de la reconstitution, je ne sais pas trop comment dire, de la renaissance, où la voiture donc, va se reconstituer d'elle-même, se réparer toute seule. Sous les yeux vraiment de son amant. Enfin, c'est vraiment comme ça que c'est ressenti. Et c'est comme là, on est comme au Peep Show, quoi. Réellement. D'ailleurs, il y a une musique lancinante de striptease qui est vraiment malsaine. Enfin, c'est parfait. Tout est parfait de toute façon dans ce film. Où Arnie, en fait, la regarde et il la regarde d'ailleurs. Il y a de plans sur l'acteur et c'est un regard. C'est pas un regard sidéré où il est complètement sous le charme, quoi, réellement, quoi, de la voiture. Il la trouve belle mais sexy, quoi. C'est très très clair. Et d'ailleurs, la façon dont il lui dit "Show me", alors c'est atrocement mal doublé. Je l'ai vu donc 1 milliard de fois dans ma vie ce film. Je l'ai vu en VO, je l'ai vu en VF, etc. Et à chaque fois que je suis retombé sur la VF, mais putain les voix, mais c'est un cauchemar, quoi. Donc vraiment, si vous avez la possibilité si vous ne l'avez pas vu, quoi, essayez vraiment de privilégier la VO avec sous-titres, etc. Parce que la VF, c'est compliqué, quoi. Donc le peu d'extraits que je vais mettre, enfin, ou que j'ai déjà mis, etc., je vais mettre français parce que tout le monde n'est pas bilingue, mais c'est vraiment pas génial, quoi. D'accord. Montre-moi. Le film bascule dans un autre style de film, en fait, mais sans perdre tout ce qu'il avait avant. Et c'est là où c'est extrêmement fort de la part de Carpenter, de mon point de vue, c'est il s'enrichit, voilà, il s'enrichit d'un style, d'une couche supplémentaire qui est le revenge movie, mais là vraiment, puisqu'à partir de là, tous les salauds vont payer. Mais c'est une vision extrêmement dure, c'est-à-dire que là, on se retrouve vraiment du côté de Arnie, quoi, et qui, lui, a totalement changé. Et on le voit d'ailleurs très bien dans 2 scènes extraordinaires qui m'avaient vraiment pas mal impressionné la première fois que je l'avais vu et que je trouve encore aujourd'hui très marquante. Il y a une scène qui est la première visite à son pote Denis qui s'est blessé à un match de foot et qui est à l'hôpital et il va lui rendre visite et là vraiment on le reconnaît plus. C'est vraiment le moment où et là l'acteur, enfin j'en parlerai un peu plus tard de la performance d'acteur, mais c'est extraordinaire. Donc il se ramène comme ça. Et donc il lui parle et tout, et il a une sorte de désinvolture qui lui ressemble pas du tout, enfin pas ce qu'il était avant en tout cas. Et voilà, il est un peu sarcastique. Et d'ailleurs, je ne vais même pas vous dire cette phrase à laquelle je pense, je vais vous la mettre en fait. Mais c'est une phrase sur les parents. Tu n'as jamais pris conscience qu'une partie du rôle des parents, c'est d'essayer de tuer leur gosse. Salut mon vieux. Et l'autre scène, elle suit très peu de temps après d'ailleurs, c'est la première fois qu'il va en fait tenir tête à ses parents, mais vraiment, puisque c'est quelqu'un qui râle comme un faiblard en fait, hein, donc il se fait gueuler dessus et il fait ouais, mais en fait il se passe rien, enfin bon, et il est dominé par ses parents de toute façon, et il y a donc une scène où il s'engueule à table, il se lève pour se casser en leur disant d'aller se faire foutre ou je sais pas quoi, et là le père qui n'a pas du tout l'habitude qu'il se fasse parler comme ça, parle le rattraper dans le couloir et le chope pour lui demander des comptes, et pour la première fois son fils non seulement lui tient tête, l'étrangle, enfin le violente quoi, il le chope comme ça par le cou, et en gros il lui fait comprendre que plus jamais il va se laisser emmerder quoi. Et on sent d'ailleurs le père terrifié, mais vraiment tétanisé, quoi. Parce qu'évidemment, c'est vraiment un message très très fort qui confirme donc que tout a changé. Et alors, la métamorphose de Arnie Cunningham, elle est opérée par l'acteur donc
plutôt inconnu, Case Gordon, qu'on avait vu dans Les Dents de la Mer 2, et qui avait un rôle gadget, il était sur un radeau, voilà, bon, et qui n'a pas fait des merveilles non plus par la suite, et qui, dans Christine, est absolument spectaculaire, et notamment dans la métamorphose du personnage de Arnie Cunningham, et où avec très très peu d'artifice, enfin vraiment, il change un peu sa coupe de cheveux, il retire ses lunettes, et tout le reste c'est juste le jeu d'acteur, le regard, la posture, et on ne le reconnaît pas. Enfin on le reconnaît, mais il est métamorphosé. Au début réellement il est plutôt moche, performance inouïe, vraiment un truc incroyable. Et d'ailleurs, on montre très bien dans le film que toute l'assurance qu'il acquiert provoque le malaise. Enfin, même ses amis ne savent plus trop comment lui parler. Enfin, ils ont peur de lui, en fait, vraiment, quoi. Alors qu'au début, il le protège quasiment. Enfin, c'est même pas quasiment, il le protège, quoi. Et là, on a presque la sensation qu'ils aimeraient, eux, être protégés de ce type. C'est extraordinaire. Voilà. Il y a un truc, d'ailleurs, c'est très Bret Easton Ellis avant l'heure, en fait. Mais bon. On peut préciser que sur l'investissement et la performance extraordinaire de Keith Gordon, j'ai appris qu'il s'était tellement investi dans le rôle qu'il a adopté l'attitude de Arnie Cunningham systématiquement entre les scènes durant le tournage. Et on a des témoignages des acteurs qui racontent le malaise qu'ils avaient dans les pauses déj ou les trucs comme ça, parce qu'en fait, ils ne changeaient pas l'attitude. Il restait arrogant, avec un humour très amer, agressif, passif et tout, et que il était possédé par son rôle et qu'il préférait l'habiter toujours, même quand la caméra ne tournait plus. Alors difficile de parler du film Christine sans parler du roman de Stephen King. Ici, voilà, pour moi, un des meilleurs romans de Stephen King, même si très différent, enfin pas très différent, mais pas mal différent quand même du film, sur des points clés qui sont assez majeurs, notamment concernant la voiture, puisque dans le roman, qui est principalement d'ailleurs narré par le personnage de Denis, donc, ce qui change beaucoup de choses, on découvre en fait très vite qu'en fait Christine n'a pas de personnalité à elle en fait. Elle est tout simplement possédée par l'esprit du fantôme, enfin le fantôme de son ancien propriétaire, enfin d'un de ses anciens propriétaires. Et en fait, quand elle tue, ses victimes en fait réapparaissent dans l'habitacle de la voiture en sorte de cadavres zombifiés. Enfin, c'est très différent. Les changements qu'a opéré Carpenter par rapport au roman sont extrêmement intelligents. Pour moi, il a fait vraiment des choix magnifiques à chaque fois sur tous les petits changements. Il y en a quand même quelques-uns, notamment aussi le fait que, par exemple, l'idée de de teinter les vitres de Christine jusqu'à ce qu'elles apparaissent pratiquement peintes en noir, quoi. Dès qu'elle est possédée et en mode revenge, quoi, en croisade. C'est extrêmement malin, et dans le livre c'est pas du tout comme ça. Il n'y a pas de mystère à ce niveau-là, puisque là réellement on ne sait pas Arnie pilote-t-il la voiture est-elle partie toute seule. Il y a vraiment des moments où on a le doute, des moments où on l'a pas mais c'est volontaire, et des moments où on ne sait vraiment pas, et puis visuellement c'est absolument magnifique, quoi. Et d'ailleurs, il y a des scènes vraiment où elle les poursuit, enfin quand elle chasse sa proie, quoi. On est dans Les Dents de la Mer, mais complet. Enfin, de mon point de vue, on a vraiment la sensation du baigneur qui essaye d'échapper au requin, quoi. Alors pour parler pour revenir un petit peu au budget du film, je disais tout à l'heure qu'il avait coûté 10 millions de dollars, et il faut savoir que sur ces 10 millions de dollars, il y en a 15%, c'est quand même pas rien, qui ont été uniquement dépensés dans l'achat des voitures pour Christine. Selon les sources, ça diffère. Il y en a qui disent 24 véhicules, il y en a qui disent 28. Dans tous les cas, c'est pas mal. Et qu'ils ont tous détruit. Hein. Qu'à la fin du tournage, il en restait 2, impeccables, dont une d'ailleurs j'ai vu a été vendue en 2004 pour un peu moins de 170 000 dollars.
un collectionneur. Donc ils ont acheté ces véhicules, et d'ailleurs c'est pour faire toutes les versions de la Plymouth Fury, sachant qu'en fait c'était pas des Plymouth Fury, c'était des Plymouth Belvedere et Savoy. Un truc comme ça, je suis pas sûr que ça se dise comme ça, mais c'était d'autres variantes en fait de Plymouth. Ils en ont pas trouvé en fait des Fury, et donc ils les relookaient, ils les ont toutes relookées pour qu'elles aient la même carrosserie, etc., etc. Alors un petit mot sur la bande originale qui est extraordinaire. Le thème de Christine qui est somptueux, composé par Carpenter évidemment, au synthé, une musique lancinante, menaçante, enfin du niveau pour moi totalement de la BO d'Halloween, quoi. Un chef-d'œuvre. En 2017, il a sorti une compile de nouvelles versions en fait de ses plus grands thèmes, un peu réarrangés, etc. Et dedans, il a retravaillé le thème principal de Christine. Et il en a profité pour faire un clip, pour réaliser lui-même un clip en hommage à Christine, où on voit une jolie blonde qui est en rade sur le bord de la route et qui n'a pas de réseau et voit au loin un véhicule qui arrive, donc fait du stop et tout, et va se retrouver en fait donc poursuivie dans les ruelles par Christine, et dont on va découvrir évidemment qu'elle est pilotée par John Carpenter. Voilà, donc bon, c'est un peu gadget, franchement c'est pas un chef-d'œuvre, c'est plutôt, voilà, c'est drôle à voir, mais c'est pas... Mais bon, c'est sa façon à lui de montrer que c'était un petit peu réconcilié, j'imagine. Et d'ailleurs, la version réorchestrée, un petit peu réarrangée du thème n'est pas extraordinaire. Je vais terminer en parlant d'un coffret qui est sorti en 2019 chez Carlotta Films, avec plein de bonus, un documentaire, etc. Un coffret assez luxueux, et où ils ont... pour une raison qui m'échappe totalement, traduit une partie d'un livre absolument fabuleux de Lee Gambin sur le making-of de Christine, qui s'appelle Hell Has No Fury Like Her. Je vous montre tout de suite. Voilà. Et qui est donc le livre ultime sur ce film. Vous apprenez tout, c'est plein de photographies inédites, et donc ils l'ont amputé d'une centaine de pages. Voilà, ouais, je savais même pas que ça se faisait encore, ce genre de méthode. Donc lamentable, la honte totale. Et voilà, donc je vous recommande ce livre, mais faudra le lire en anglais et en entier surtout, quoi. Ce sera tout, et bon courage dans le confinement, sachant que je vous ai quand même parlé d'un putain de chef-d'œuvre.